En l'année 1928, un jeune scientifique affirma qu'il pouvait exister dans l'univers des particules dotées d'une énergie négative. Cette déclaration faillit rendre fou Werner Heisenberg. Lorsque Wolfgang Pauli en eut connaissance, il déclara qu'il envisageait d'abandonner la physique quantique pour se consacrer à l'écriture de romans. La réaction de Heisenberg fut encore plus violente. Dans une lettre adressée à Niels Bohr, il écrivait que la situation actuelle lui paraissait complètement absurde et qu'il se sentait désespéré. Il songeait même à changer de domaine d'études. Pourtant, il est impressionnant de constater que cette prédiction apparemment absurde fut prouvée 4 ans plus tard. Au California Institute of Technology, à Pasadena, Carl David Anderson captura, à l'aide d'une chambre à brouillard, des traces étranges. Ces traces ressemblaient à celles d'un électron, mais elles présentaient une charge opposée. Ce fut le premier contact de l'humanité avec l'antimatière. Cette découverte suggère que, lors de la naissance de l'univers, sur chaque milliard de particules, une seule a survécu, tandis que toutes les autres ont été annihilées. Le miracle de notre existence, la vôtre et la mienne, est un miracle à l'échelle d'1 milliard. Le jeune homme qui mit le monde de la physique en émoi s'appelait Paul Adrien Maurice Dirac. Il était un physicien britannique âgé de 26 ans. Il naquit en 1902 à Bristol, en Angleterre. Son père était un professeur de français strict et à la maison, seule la langue française était autorisée. Cela rendit Paul Adrien Maurice Dirac taciturne et réservé dès son plus jeune âge. Son enfance fut tout sauf paisible. Il grandit au milieu de repas silencieux et sous une contrainte permanente d'apprentissage. Plus tard, on le décrivait comme une personne qui montrait peu d'émotion et d'expression, mais qui possédait un esprit aiguisé capable de révéler les secrets les plus profonds de l'univers. À l'université de Bristol, il étudia l'ingénierie électrique. Là, il se sentit piégé dans un labyrinthe de techniques complexes. Les machines et les réseaux de câbles entrelacés l'entouraient, mais son esprit aspirait à la pureté des mathématiques. Plus tard, il passa à l'université de Cambridge. Là, l'atmosphère académique s'épanouit. Dans d'anciennes salles de réunion, des débats avaient lieu, et l'air était imprégné du parfum du bois poli et des vieux livres. Cela favorisa l'éclosion de son talent naissant. À cette époque, il donna en Allemagne une conférence inhabituelle. Le physicien Eugen Paul Wigner décrivait sa manière d'enseigner comme la lecture d'un manuel technique. Sa voix était dépourvue d'émotion et coulait comme un vent doux. Il n'y avait ni sourire ni intonations accentuées, seulement des chiffres et des équations dans une précision ordonnée. Pourtant, ce jeune homme à l'apparence étrange formula des théories que même les grands physiciens ne pouvaient accepter. Paul Adrien Maurice Dirac tenta de combiner la théorie de la relativité d'Albert Einstein avec la physique quantique. Les années 20 du XXe siècle furent une période chaotique mais excitante en physique. Le monde classique d'Isaac Newton s'effondrait sous la pression de nouvelles découvertes. Le principe d'incertitude de Werner Heisenberg obligea à repenser les mesures précises. L'univers semblait jouer à un éternel cache-cache avec les humains, refusant de révéler simultanément la position et la vitesse. L'équation d'onde d'Erwin Schrödinger représentait les particules comme de petites ondes se propageant dans l'espace. Et Albert Einstein, en 1905, avait modifié les concepts de temps et d'espace avec la théorie de la relativité restreinte. En 1905, Albert Einstein publia la formule célèbre selon laquelle l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Cette formule s'écrit E égale mc². Elle montre que la masse et l'énergie peuvent se convertir l'une en l'autre. Imaginez un matin calme à Berne, en Suisse. Au tic-tac des horloges et dans l'arôme du café, Albert Einstein nota cette formule. Elle ouvrit la porte à l'énergie atomique de l'avenir. Pourtant, il y avait un problème. La racine carrée de cette formule possède 2 solutions. L'une est une énergie positive, l'autre une énergie négative. Dans la physique classique, l'énergie négative n'existe pas. Par conséquent, tout le monde ignora cette solution. Mais Paul Adrien Maurice Dirac ne le fit pas. En reliant la relativité et la physique quantique, il vit que la solution d'énergie négative était inévitable. Dans la théorie quantique des champs, les particules se comportent comme des ondes et peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Elles ne suivent pas les règles traditionnelles. Si des particules à énergie négative existaient vraiment, les électrons pourraient émettre une énergie infinie et tomber dans des niveaux d'énergie négative plus bas. Cela détruirait finalement l'univers entier. Cette idée fit croire à Werner Heisenberg qu'il s'agissait de la partie la plus sombre de la physique moderne. Imaginez Werner Heisenberg, les cheveux en désordre et les yeux fatigués après des nuits sans sommeil, dans une pièce faiblement éclairée à Copenhague. La logique de la théorie était parfaite, mais destructrice en pratique.
Wolfgang Pauli la trouva insupportable. Dans une lettre, il écrivait qu'il envisageait sérieusement d'abandonner la physique quantique pour écrire des romans utopiques. Les hommes au sommet de la sagesse humaine furent amenés par un garçon de 26 ans à considérer un changement de carrière. Leur désespoir était profond. Wolfgang Pauli était connu pour ses opinions directes et son rire qui emplissait les salles de réunion. Mais soudain, il se sentit étranger dans le monde de la physique. Pourtant, Paul-Adrien Maurice Dirac ne renonça pas. En 1928, il déduisit une nouvelle équation, connue plus tard sous le nom d'équation de Dirac. Cette équation relie complètement la relativité et la mécanique quantique. Elle prédit le comportement des particules à haute vitesse avec une précision incroyable. L'équation de Dirac n'est pas une chaîne sèche de symboles mathématiques, mais un chef-d'œuvre. Elle décrit l'électron comme un objet en rotation et prédit son moment magnétique avec une grande précision. Par exemple, elle explique pourquoi l'or est jaune. Le noyau de l'or compte 79 protons. Les électrons sont fortement attirés et se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière. L'équation d'onde traditionnelle Erwin-Schrödinger ne peut pas le calculer correctement, mais l'équation de Dirac le fait. Le jaune de l'or sous la lumière du Soleil résulte de l'absorption de la lumière par ces électrons rapides. De même, elle explique pourquoi le mercure est liquide à température ambiante. Pour la même raison, l'équation de Dirac fournit l'explication correcte. Les électrons se déplacent si vite qu'ils altèrent les liaisons chimiques. En outre, l'équation de Dirac est appliquée en électrodynamique quantique. C'est la théorie quantique des champs qui décrit les interactions électromagnétiques. Paul-Adrien Maurice Dirac posa avec cette équation les bases de la théorie quantique des champs, qui devint plus tard le cadre central de la physique des particules. Elle aide à expliquer le comportement et les interactions des particules fondamentales. En électrodynamique quantique, elle calcule par exemple le moment magnétique anormal de l'électron, avec une concordance aux expériences à un niveau extrêmement élevé. L'équation de Dirac a également des applications en physique du solide, où elle décrit le comportement des électrons dans des matériaux comme le graphène, qui présentent des propriétés de particules relativistes. En physique nucléaire, elle aide à modéliser les quarks dans les protons et les neutrons. Même en astrophysique, elle est utilisée pour comprendre les étoiles à neutrons et les trous noirs, où les effets relativistes jouent un rôle. De plus, des recherches récentes en 2025 ont étendu ses applications à la nanotechnologie, où elle modélise des systèmes quantiques hybrides combinant des matériaux bidimensionnels et des particules relativistes, offrant de nouvelles perspectives pour les dispositifs électroniques ultra rapides. Pourtant, cette équation eut un effet secondaire. Elle prédit une particule jamais vue auparavant. Cette particule a la même masse qu'un électron, mais une charge opposée. Paul-Adrien Maurice Dirac l'appela l'anti-électron. À l'époque, personne ne croyait à son existence réelle. On la considérait seulement comme un jeu mathématique. Le tournant vint en 1932. Au California Institute of Technology, le doctorant Carl David Anderson travaillait. Il naquit en 1905 à New York. Ses parents étaient des immigrants suédois. Dans la ville bruyante, avec les sifflets de vapeur et les lumières au néon, il grandit, mais il choisit le chemin tranquille de la science au California Institute of Technology, où l'odeur salée du Pacifique accompagnait ses journées. Son travail concernait l'étude des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont des flux de particules à haute énergie venant de l'espace, qui bombardent la Terre. Ils attaquent l'atmosphère et portent avec eux les énigmes de l'univers. Carl David Anderson les observe avec une chambre à brouillard. La chambre à brouillard est remplie de vapeur saturée. Lorsque des particules chargées passent à travers, elles laissent des traces blanches. Un jour, Carl David Anderson découvrit sur une photographie une trace étrange. Cette trace se courbait dans un champ magnétique dans la direction opposée à celle d'un électron. Cela ressemblait à un électron à charge positive. D'abord, Carl David Anderson pensa qu'il s'agissait d'un proton. Les protons ont une charge positive. Mais il se trompait. La masse d'un proton est 1836 fois plus grande que celle d'un électron. Il ne pourrait pas voyager si loin à travers l'atmosphère. La trace indiquait une particule légère, comme un électron. Carl David Anderson dut étudier longuement cette image. Dans le laboratoire faiblement éclairé, sous le bourdonnement des machines, il sentit qu'il avait trouvé quelque chose d'extraordinaire. Il avait découvert une particule entièrement nouvelle. Il l'appela le positron, l'anti-électron. Il voulait nommer l'électron négatron, mais le nom ne s'imposa pas. En septembre 1932, Carl David Anderson publia sa découverte dans une revue scientifique. Le monde fut choqué. Saviez-vous que Carl David Anderson, lors de la découverte du positron, ignorait la prédiction de Paul-Adrien Maurice Dirac ?
En tant que physicien expérimental, il était plongé dans son travail de laboratoire et n'avait pas suivi les développements théoriques. Paul-Adrien Maurice Dirac avait prédit le positron dès 1928, mais lui-même en doutait. Lorsque le travail de Carl David Anderson parut, Paul-Adrien Maurice Dirac pensa « Mon Dieu, ces calculs abstraits sont vraiment vrais ?» Ce fut l'une des découvertes les plus fortuites de la science. Carl David Anderson ne voulait pas tester la théorie de Paul-Adrien Maurice Dirac. Il observait seulement les rayons cosmiques et trébucha sur l'antimatière. La découverte de Carl David Anderson n'était pas isolée. Il plaça une plaque de plomb de 6 mm d'épaisseur dans la chambre à brouillard pour ralentir les particules. Cela aida à distinguer les positrons des protons. En 1936, Carl David Anderson reçut le prix Nobel de physique pour la découverte du positron. À 31 ans, il devint l'un des plus jeunes lauréats du prix Nobel en physique. Pourtant, le spectre des particules à énergie négative persistait. Si les positrons pouvaient tomber dans des niveaux d'énergie négative, l'univers serait déjà détruit. Paul-Adrien Maurice Dirac proposa une autre théorie audacieuse. C'était la mer de Dirac. Il supposa que le vide n'est pas vide, mais une mer infinie d'électrons à énergie négative. Ces niveaux d'énergie négative sont complètement occupés. Comme un cinéma avec tous les sièges pris, il n'y a pas de place libre. Par conséquent, les électrons à énergie positive ordinaires ne peuvent pas tomber vers le bas. Ils restent sur des niveaux d'énergie positive. Qu'est-ce alors qu'un positron ? Paul-Adrien Maurice Dirac expliqua qu'il s'agit d'un trou dans la mer. Lorsqu'un électron à énergie négative est retiré, un trou se forme dans la mer. Ce trou se comporte comme une particule à charge positive, le positron. Lorsqu'un positron rencontre un électron, l'électron tombe dans le trou et le remplit. Les deux disparaissent, laissant de l'énergie derrière eux. Ce processus s'appelle l'annihilation de paires. Le vide sous nos pieds est en réalité une mer invisible d'électrons. Nous flottons comme des bulles à la surface. Cette théorie semblait absurde, mais les mathématiques étaient correctes. De nombreux physiciens éminents la trouvaient trop fantastique, mais ne pouvaient y trouver d'erreur. Plus tard, en 1941, le physicien suisse Ernst Karl Gerlach Stückelberg proposa une explication plus élégante. Il dit que les particules à énergie négative correspondent à des antiparticules à énergie positive voyageant à rebours dans le temps. Cela ressemble à de la science-fiction, mais les mathématiques fonctionnent. Quelques années plus tard, le célèbre physicien Richard Phillips Feynman exprima ce concept dans ses fameux diagrammes de Feynman. Dans les diagrammes de Feynman, les antiparticules sont des particules voyageant à rebours dans le temps. Dans les années 70 du XXe siècle, on découvrit que toutes les particules ont leurs antiparticules. Les électrons ont des positrons, les protons des antiprotons, les neutrons des antineutrons. Elles ont la même masse, mais une charge opposée. Lorsque des particules et des antiparticules se rencontrent, elles s'annihilent mutuellement et convertissent toute leur masse en énergie pure. Cela suit la formule E égale mc². Cela pose une énigme dans l'univers. Pourquoi notre univers est-il composé de matière et non d'antimatière ? Le Big Bang aurait dû produire des quantités égales de matière et d'antimatière. Elles se seraient alors annihilées complètement, ne laissant que des photons. Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de nous. Mais nous existons. Cela montre que, au moment initial de l'univers, la matière avait un infime avantage sur l'antimatière. Les scientifiques calculent que, pour chaque milliard de paires de particules et d'antiparticules, il y avait une particule de matière en excès. Ces particules de matière en excès survécurent à la guerre d'annihilation. Elles forment toute la matière dans l'univers actuel. Vous, moi, la Terre, le Soleil, les galaxies, tout provient de cette asymétrie à l'échelle d'1 milliard. D'où vient cette asymétrie ? C'est l'une des plus grandes énigmes non résolues de la physique moderne. Les scientifiques proposent des théories comme la violation de la symétrie CP ou la leptogénèse. La violation de la symétrie CP signifie que la symétrie combinée de charge et de parité est brisée. Cela est observé dans l'interaction faible et aide à expliquer pourquoi la matière prédomine. Par exemple, des scientifiques découvrirent en 1964 la violation CP dans la désintégration des mésons K. Cela mena au prix Nobel en 1980. En 2025, des expériences à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire fournirent de nouveaux indices. L'expérience LHCb observa une asymétrie entre la matière et l'antimatière dans les baryons. Ce fut la première observation d'une violation de la symétrie charge-parité dans les désintégrations de baryons. Cela représente un pas important vers la compréhension de l'avantage de la matière dans l'univers.
La découverte suggère une nouvelle physique au-delà du modèle standard. Elle fut publiée en juillet 2025 dans la revue Nature. Elle montre des différences dans le comportement des baryons lambda B de beauté et leur contrepartie d'antimatière, par des analyses précises de collisions de particules à haute énergie. De plus, l'expérience alpha fit des progrès dans la production et le stockage de l'antihydrogène. Avec une nouvelle technique de refroidissement utilisant des ions de beryllium refroidis par laser et une méthode pour refroidir les positrons, ils produisirent en moins de 7 heures plus de 15 000 atomes d'antihydrogène. Ce progrès fut rapporté en novembre 2025 dans la revue Nature Communications. Il accélère l'étude de l'antimatière et permet des comparaisons plus précises entre l'hydrogène et l'antihydrogène pour tester les symétries fondamentales de l'univers. L'efficacité est 8 fois supérieure à celle d'avant. Cette avancée spectaculaire dans le taux de production repose entièrement sur la préparation des positrons, qui sont collectés à partir d'une forme radioactive de sodium et confinés dans un piège de Penning, où des champs électromagnétiques finement ajustés maintiennent les antiparticules en place. L'expérience BESS fit également des progrès dans les mesures des antiprotons. À l'aide de pièges de Penning, ils les capturèrent et réalisèrent la première spectroscopie cohérente de spin sur des antiprotons individuels. Ils évaluèrent le moment magnétique plus précisément et révélèrent de fines différences qui éclairent l'avantage de la matière. En juillet 2025, ils démontrèrent un jalon en maintenant des oscillations cohérentes entre les états de spin haut et bas pendant 50 secondes. Cela teste le modèle standard avec une précision record. Ces découvertes excitent les chercheurs. Ils se tiennent au bord d'une nouvelle mer de connaissances. En 2024, le Grand Collisionneur de Hadron, à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, lança une nouvelle série d'expériences. Elle plonge plus profondément dans les origines de la symétrie matière-antimatière. Ils construisent des pièges spéciaux pour l'antimatière, avec des champs magnétiques, pour faire flotter des atomes d'antihydrogène et étudier leurs propriétés. Les applications pratiques de l'antimatière vont au-delà de la théorie et atteignent la vie quotidienne. Dans les hôpitaux, on utilise la tomographie par émission de positrons. Les médecins injectent aux patients des traceurs avec des isotopes radioactifs. Ces isotopes émettent des positrons. Lorsque les positrons rencontrent des électrons dans le corps, ils s'annihilent et produisent 2 rayons gamma en direction opposée. Des détecteurs capturent ces rayons et reconstruisent une image tridimensionnelle de l'intérieur. Cela aide au diagnostic du cancer, des maladies cardiaques et d'autres affections. Chaque année, les positrons sauvent des millions de vies et transforment l'antimatière d'un concept abstrait en un outil médical indispensable. Les scientifiques explorent aussi les antiprotons pour le traitement du cancer. Ils peuvent cibler précisément les cellules tumorales et endommager minimalement les tissus sains. Les faisceaux d'antiprotons offrent en radiothérapie une distribution de doses plus précise que les rayons X conventionnels. Dans l'exploration spatiale, l'antimatière a un potentiel énorme. Les scientifiques imaginent des systèmes de propulsion à antimatière qui génèrent une impulsion spécifique plus élevée que les propulsions chimiques ou nucléaires. Par exemple, 1 gramme d'antimatière pourrait produire une énergie équivalente à 44 mégatonnes de trinitrotoluène. Cela pourrait amener des vaisseaux spatiaux sur Mars en quelques jours. Bien que la production et le stockage de l'antimatière soient extrêmement difficiles, l'usine d'antimatière à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire améliore les techniques. Cela pourrait permettre des voyages interstellaires futurs. En sciences des matériaux, l'antimatière pourrait servir à étudier les surfaces et à créer de nouveaux matériaux. En 1933, Paul-Adrien Maurice Dirac reçut le prix Nobel de physique pour sa découverte de nouvelles formes productives de la théorie atomique. Il le partagea avec Erwin Schrödinger. À l'époque, Paul-Adrien Maurice Dirac avait 31 ans. Lors de la remise du prix, il resta calme comme toujours. Il montra peu d'émotion et exprima seulement de la gratitude. Le prix fut comme une petite note dans la symphonie de sa vie. Outre le prix Nobel, Paul-Adrien Maurice Dirac eut d'autres honneurs. En 1932, il fut nommé professeur lucasien de mathématiques à l'université de Cambridge. C'était le poste qu'Isaac Newton avait autrefois occupé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaillait à la séparation de l'uranium et aux armes nucléaires, bien qu'il préférât la recherche théorique pure. Ses contributions s'étendirent à la théorie quantique des champs. Il en fut l'un des principaux architectes et aida au développement de l'électrodynamique quantique, qui fut plus tard perfectionnée par Richard Phillips Feynman, Shinichiro Tomonaga et Julian Seymour Schwinger. Ils reçurent le prix Nobel en 1965. La vie privée de Paul-Adrien Maurice Dirac fut pleine de drames. En 1934, son ami Eugene Paul Wigner lui présenta sa sœur Margit. Ils étaient comme une particule et une antiparticule, opposés.
Paul-Adrien Maurice Dirac manquait d'empathie, il était silencieux et introverti. Margit était vive et loquace. Paul-Adrien Maurice Dirac reconnut son manque d'expression émotionnelle. Pourtant, leur mariage fut merveilleusement heureux. Il dura jusqu'à sa mort en 1984. Des connaissances communes dirent « il lui donna du statut, elle lui donna de la vie ». Dans l'univers, il y a des paires particules-antiparticules. Elles s'annihilent à la rencontre. Mais les couples humains peuvent être comme l'antimatière. Ils se rencontrent et créent un équilibre complet. Revenons au moment décisif de 1932. Lorsque Carl David Anderson prit cette photographie, il ne pouvait imaginer qu'une simple ligne blanche changerait la vision humaine de l'univers. La découverte de l'antimatière non seulement confirma la prédiction folle de Paul-Adrien Maurice Dirac, mais ouvrit un nouveau monde. Elle révèle que l'univers est plus symétrique et complexe qu'on ne le pensait, mais aussi plus énigmatique. Aujourd'hui, les scientifiques posent encore des questions. D'où vient cette asymétrie à l'échelle d'1 milliard ? Y a-t-il dans les profondeurs de l'univers des galaxies d'antimatière cachées ? Pouvons-nous utiliser l'antimatière comme source d'énergie ultime ? Les réponses à ces questions pourraient venir un jour, comme dans le laboratoire de Carl David Anderson. Et tout commença avec les mots d'un jeune homme timide sur une scène allemande en 1928. Cet homme changea notre compréhension de l'existence dans cet immense univers.